économiser et chauffer futaie avec le gaz naturel, partenaire de TTC. TTC est à Moscou 2 semaines avant l'élection présidentielle, émission spéciale. La capitale, nouvelle vitrine du pouvoir, avec ses tours, son quartier des affaires, ses lieux branchés, elle veut ressembler aux grandes métropoles internationales. Comment vit-on aujourd'hui dans la Russie de Poutine? Portrait croisé d'un oligarque ultra riche et des populations qui vivent dans la misère. Des entrepreneurs suisses ont trouvé en Russie leur Eldorado. L'un gère un troupeau de 100 000 vaches, l'autre développe le Google russe. 3 mois avant la Coupe du Monde de foot, visite du stade de Saint-Pétersbourg. Il a coûté plus de 700 millions de francs, c'est l'un des plus chers d'Europe. Bonsoir, bienvenue à tous. Moscou a connu ces dernières années un développement spectaculaire. La place Rouge a désormais comme voisin le quartier des affaires avec ses gratte-ciels. C'est une city comme on en voit maintenant dans toutes les grandes métropoles. On va découvrir tout ça. Notre guide ne s'appelle pas Nathalie mais Pierre. Ça résonne aussi avec la Grande Russie. Pierre Gobet. Derrière ce gratte-ciel de l'époque soviétique, le nouveau visage de la ville, Moscou City. Il y a 15 ans, une friche industrielle, aujourd'hui, une quinzaine de tours rutilantes. Comme celle de la Fédération, terminée l'année passée, la plus haute d'Europe. Visite au 73e étage, ici on prépare un appartement. 370 mètres carrés pour 3,2 millions de francs. Sergueï est chargé de trouver des acheteurs. Même s'il y en a aussi, les familles et les clients avec des enfants sont peu nombreux. La majorité sont des hommes d'affaires, ce qui est normal pour Moscou City. À ce jour, 70% de nos appartements ont été vendus. On peut encore en proposer une centaine environ. Moscou City, c'est un quartier d'affaires. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent. Mais avec la crise et les sanctions, les étages de bureaux ont eu de la peine à se remplir. Aujourd'hui encore, 15% de la surface est vacante. Ici, on trouve aussi un hôtel, un centre commercial, le plus haut fitness d'Europe, des restaurants branchés comme celui-ci, au 60e étage. C'est un petit Singapour au cœur de Moscou. Évidemment, cela ne peut pas remplacer la place Rouge. Mais on trouve maintenant, ici, une version moderne de Moscou. Pour beaucoup de moscovites, le logement ressemble plutôt à cela. Ces bâtiments construits en masse sous Khrouchtchev dans les années 60, les autorités veulent les voir disparaître. Boris ? Bonjour. Bonjour Pierre. La municipalité planifie le relogement de plus d'1 million de personnes. Boris est un jeune architecte. Cet appartement, il y tient. C'est les intérêts des grands développeurs. Parce que les citoyens ne participent pas dans ce sujet. Et leurs intérêts sont exclus de tout ce programme. Rénover, moderniser, transformer, c'est l'obsession à Moscou. Boris nous emmène dans une ville en mutation. Il y a le nouveau RER, destiné à désengorger les axes routiers. Il y a le métro, connu pour la beauté des stations construites dans les années 30, mais qui s'offre un lifting car les touristes ont tendance à s'y perdre. Il y a les nouveaux lieux à la mode, comme cette ancienne fabrique de pain. Tous les bâtiments étaient préservés, tout l'espace est occupé par plusieurs petites boutiques avec les marques locaux. Par exemple, moi je suis habillé depuis les pieds avec les fringues fabriquées à Moscou. On a élargi les trottoirs, créé des zones piétonnes. Il y a aussi ce nouveau parc, le premier depuis 50 ans, à 2 pas du Kremlin, avec sa jetée spectaculaire sur la rivière. Les grandes avenues et les grandes places se transforment en espace public et accessible aux piétons. Et dans ce cadre-là, Moscou, on peut comparer Moscou avec New York, Londres et Paris. La place Rouge. Nous y retrouvons les vainqueurs du grand concours boursier de TTC, une classe de la Haute École de Gestion de Fribourg qui s'est imposée en décembre. Ce voyage, c'est leur récompense.
Je ne sais pas si c'est pour la Coupe du Monde, mais c'est vraiment impressionnant. Toutes les constructions et puis tout ce qui est entrepris sur place. C'est extrêmement froide, mais belle, grande ville, magnifique. C'est quand même un pays qui a beaucoup d'histoire, qui a beaucoup contribué à la création du monde moderne aussi aujourd'hui, donc c'est clair que c'était une destination à faire. Et on l'a faite. Malgré 24 heures de voyage, on a quand même réussi à faire cette destination. Ils ont, c'est vrai, eu la poisse, partis le jour où l'aéroport de Genève était fermé pour cause de neige. Conséquence, le train pour Zurich. Et enfin, l'embarquement, le vol à destination de Moscou. Avec 12 heures de retard. Sur place, au programme des Fribourgeois, une visite à la bourse de Moscou. Pas de quoi trop dépayser nos champions des marchés financiers. Il y a beaucoup à découvrir et c'est un marché qui est jeune. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il puisse aussi croître. On sait que la Russie a quand même un fort potentiel économique, donc affaire à suivre. Mais pour eux, il reste toute une ville à explorer. Le week-end ne fait que commencer. La nuit est tombée sur Moscou. Début de soirée sur les patins. C'est l'une des attractions de la ville. Ici, dans le parc Gorky, lui aussi récemment rénové. Il fait moins 15 degrés. Pas de quoi faire peur aux moscovites comme Katia et Nikolai. C'est un loisir très populaire en Russie. Tout le monde le pratique de génération en génération. Les enfants, les grands-mères, les grands-pères, les parents, tout le monde patine dans ce grand pays. Moscou est une ville à part, vitrine du régime. Elle ne représente pas toute la Russie. Je vous donne quelques chiffres pour fixer les ordres de grandeur. La Russie est en superficie le plus grand pays du monde. 11 fuseaux horaires, 440 fois la surface de la Suisse. Mais le PIB de la Russie ne représente lui que 2 fois celui de la Suisse, 1300 milliards de dollars contre 670 pour la Suisse. L'espérance de vie, 65 ans pour un homme russe, 85 ans pour une femme suisse. Elle vit donc une génération de plus. Dernière info, selon le magazine Forbes, Moscou est la 3e ville du monde au classement du nombre de milliardaires, derrière New York et Hong Kong. Ça se reflète sur le prix du mètre carré, comme va nous l'expliquer Pierre Gobet, reprenant une vieille tradition de TTC. TTC l'a fait à New York, puis à Londres. Voici le tour de Moscou. 1 mètre carré, c'est à peu près cela dessiné sur le trottoir. Nous sommes dans le quartier très résidentiel des étangs du Patriarche, le plus cher de la ville. Alors, combien coûte ce mètre carré à l'achat pour un appartement de grand standing? Oh, beaucoup, beaucoup. Moi, ça me dépasse complètement. Le prix au mètre carré habitable, 10 000 roubles. Ouais, je pense environ en roubles 5, 6, 7 millions. Mais t'es folle, c'est 20 millions. Ah non, madame, vous exagérez. Ici, le mètre carré est à 1 700 000 roubles, soit 28 000 francs. Similaire aux meilleurs emplacements en ville de Genève. Oh purée, 1 700 000 roubles, c'est cher. Vraiment? Mais alors, ça doit être un appartement subventionné, j'y crois pas. C'est pas le tarif sur le marché. Cher, pas cher, c'est très relatif. Ça dépend pour qui. 28 000 francs le mètre carré pour un appartement. Alors, qui, à Moscou, peut s'offrir de tels prix? Il faut travailler dans la politique. Moscou, c'est cher, mais encore en dessous de Londres, 35 000 francs le mètre carré, et de New York, 37 000, sans parler de Hong Kong, tout en haut, 42 000 francs le mètre carré. Vladimir Poutine s'apprête à être réélu pour un 4e mandat le 18 mars. Arrivé au pouvoir en 2002, il a remis la Russie au centre du jeu politique. Son bilan économique, lui, est moins flatteur, plombé par la baisse des cours du pétrole et par les sanctions occidentales suite à l'annexion de la Crimée et à la guerre en Ukraine. Le pouvoir d'achat est en baisse, la pauvreté gagne du terrain, les inégalités se creusent, même les oligarques les plus riches ont le blues. Reportage Yann Diohed.
Comme tout le monde à Moscou, il passe des heures dans sa voiture. Mais lui circule presque toujours de bonne humeur, confortablement installé dans sa limousine. Andrei Kovalyov pèse 500 millions de francs. Il a fait fortune dans les années 90, notamment dans l'ameublement puis l'immobilier. Aujourd'hui, il vit escorté en permanence par 5 gardes du corps armé, un businessman qui, malgré les apparences, n'a pas le moral. En Russie, on devrait avoir une croissance de 15 à 20%. Sous Gorbatchev, tous les ans, je doublais ma production de meubles. Tous les ans, je la doublais. Aujourd'hui, malheureusement, c'est du domaine du rêve. Pour Andrei Kovalyov, jusqu'à la crise financière de 2008, tout allait pour le mieux. Notre homme avait même bâti un empire, avec une présence dans les médias, dans l'agroalimentaire, mais surtout avec des centaines de milliers de mètres carrés dans la capitale, dont des centres commerciaux comme ici. Malheureusement pour lui, comme pour beaucoup d'autres, les choses ont tourné court. Après avoir évité la faillite de justesse, il se relance seulement depuis quelques mois dans les affaires. C'est le premier projet que je fais depuis 2008. Jusqu'ici, je survivais, mais là, j'ai décidé de m'en foutre et de faire malgré tout mon projet. Jusqu'à présent, on vendait ici des meubles à petit prix. Dans quelques semaines, ce sera un complexe de restaurants et de concerts. Comment voyez-vous le futur? Il n'y a pas d'avenir. La situation est de pire en pire. Même si la croissance est revenue en 2017, après 2 années de récession, l'économie russe est en effet encore bien convalescente. Loin des performances des premiers mandats de Vladimir Poutine entre 2000 et 2008, où la richesse nationale, portée par la flambée des cours du pétrole, progressait de 7%. Aujourd'hui, beaucoup de Russes affrontent chômage, inflation, endettement et baisse des salaires réels. Andrei Kovalyov a su lui conserver quelques actifs. Ça, c'est ma salle des armures. J'aime beaucoup les chevaliers. Tout est authentique, ça date du 15e et 16e siècle. Cette petite commode-là, j'ai été très étonné car elle est aussi chez Donald Trump. Quand il est devenu président, il y a des photos qui ont circulé. Sauf que ma commode à moi, c'est pas une copie. Ça, c'est mon bureau. Ici, il y a des tableaux de Venise. En fait, j'ai une très grande collection de peintures. Et ça, c'est un Salvador Dali. Un vrai de vrai, avec la signature. Sécurité oblige, vous ne verrez pas l'extérieur de cette immense villa, classée bâtiment historique. Passionné d'enchères, Andrei Kovalyov l'a rempli comme un musée. Tout ici est très chargé, kitsch, coûteux. On ne sait pas bien comment dire en vérité. La maison reflète la personnalité particulière de notre hôte, ancien député Russie unie à la Douma, ami de la fille de Deng Xiaoping, l'ancien numéro 1 chinois, mais aussi motard passionné, au point d'en mettre une dans sa chambre. Elle fait plus de 2500 cm3. Elle est très belle, mais c'est impossible de rouler avec. Je l'ai un peu utilisée au début, mais j'en ai eu marre. Alors je l'ai mise là. Bien que réellement sonnés par la crise, nous avons quitté notre homme d'affaires pour aller prendre une toute autre température. À 1000 km au nord de Moscou, pas très loin du cercle polaire, voici la région d'Arkhangelsk. Ici, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, rien ne s'est amélioré. Pas de manne pétrolière, pas de développement, juste une lente descente aux enfers. Cette région, qui vivait autrefois de l'industrie forestière et de l'agriculture des kolkhozes, a perdu plus de 400 000 habitants en moins de 30 ans. Dans les villages, les maisons abandonnées sont partout. Mikhail Maximovitch, cette maison, elle a toujours été dans cet état?
Non, elle est tombée en ruine il y a 3 ans. Et personne ne vient. Non, ça fait bien 5 ans que plus personne ne vient. Avant, il y avait une étable, une belle entrée, et la terre était labourée. Ceux qui restent, ce sont les plus âgés, comme Vera, notre guide, une ancienne postière, et ses amis qu'elle a souhaité nous faire rencontrer. Dans ces hameaux sans eau courante, chauffés seulement au bois, les commerces, les médecins et les écoles ont disparu. Et les plus jeunes sont partis en ville. Il n'y a personne. Je suis tout seul. Avant, j'étais aussi tout seul chez moi, mais il y avait de la vie autour. On me rendait visite, j'allais rendre visite. Maintenant, je ne rencontre des gens qu'à 3 km du village. C'est difficile, physiquement et moralement. La Russie est un des pays les plus inégalitaires au monde. Alors que Moscou et sa périphérie concentrent un quart du produit national brut, les régions du Grand Nord ou de l'Extrême-Orient vivent dans un dénuement saisissant. Sur ces terres, faute de travail, l'alcoolisme fait des ravages. Mais Vera et ses voisins préfèrent insister sur un autre point, l'État a disparu. Nous essayons de vivre de manière autonome, de ne pas dépendre du monde extérieur. On va dans la forêt. Oui, on ramasse des baies, on les vend, ça nous fait un peu d'argent. Dans la forêt, justement, nous avons rencontré un homme. Mikhail Bronsky, 37 ans, se bat pour que l'on n'oublie pas les campagnes d'Arkhangelsk. Depuis 3 ans, cet enfant du pays fabrique une sorte de thé à partir de ces plantes sauvages. Il rêve de recréer des emplois et de faire revenir les gens grâce à une coopérative. Voici notre thé Bronsky classique. Avec lui, on obtient une belle décoction marron. Cela rappelle un peu un thé noir normal. Malheureusement, le projet de ce jeune Russe peine à décoller. L'année dernière, dans ces petites cabanes vétustes où il peut faire jusqu'à moins 30 degrés, Mikhail n'a pu produire que 300 kilos de thé. Pour réussir, il lui faudrait des investisseurs, des routes en bon état et des subventions publiques. Mais tout ça manque cruellement. Le pouvoir n'aide pas nos régions et les budgets des municipalités sont tellement réduits qu'elles n'ont de l'argent que pour payer les fonctionnaires. Si l'État nous aidait, pas nécessairement en nous finançant, mais au moins en nous donnant des contacts, en nous présentant des partenaires, déjà cela améliorerait les choses. À la veille des élections, qui investiront à coup sûr Vladimir Poutine pour 6 années supplémentaires, le mécontentement est donc fort en Russie, dans ces régions délaissées du Nord, comme chez notre oligarque de Moscou, que nous avons eu envie de retourner voir. Andrei Kovalyov nous avait en effet caché une dernière corde à son arc. Depuis 15 ans, il fait de la musique. Le millionnaire a commencé avec un groupe de bikers patriotes capables de solliciter Pamela Anderson pour leur clip. Mais aujourd'hui, crise oblige, il n'interprète plus que des chansons d'amour. J'ai eu une période vers 2003, 2005, 2007 où je donnais 100 concerts par an. Et sur scène, je célébrais Poutine en disant qu'il avait relevé la Russie. Je le croyais vraiment. Malheureusement, aujourd'hui, ma foi s'est affaiblie. Peut-être est-ce à cause de ses conseillers qui l'ont éloigné de ce qui se passe réellement dans le pays. Même si la population se montre encore majoritairement résignée, pour Vladimir Poutine, l'urgence des réformes se fait de plus en plus sentir. Son idylle avec les Russes commence à se fissurer. Как тебя целовал, как без тебя не жил, и лишь о тебе мечтал, забыл. Покажите, что у нас получилось. По-моему, у меня ничего не получилось.
PIB, ça se manifeste pas. Natalia Orlova, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste à Alpha Bank. La première chose qui nous frappe, c'est que la Russie est une grande puissance, un peu à l'image de la Chine ou des États-Unis. Par contre, c'est une toute petite puissance économique, à peine 2 fois le PIB de la Suisse. Comment on explique ce paradoxe et puis comment il est vécu? C'est vrai que la partie de Russie dans l'économie mondiale, c'est environ 3% dans le PIB mondial, donc ça n'a pas vraiment changé dans les années précédentes. Et je pense que c'est quand même le coût pour l'instabilité qu'on a vécue depuis assez longtemps. Je veux dire, si on pense aux expériences économiques des années 1990, même dans les années 2000, quand même pour la Russie, une dizaine d'années de stabilité, c'est une expérience assez exceptionnelle, je dirais. Alors, stabilité, mais il y a les sanctions économiques. Quel impact elles ont sur l'économie russe? Les estimations, en ce moment, le consensus, c'est que les sanctions, ça coûte environ 0,5% de PIB par an. Est-ce que ces sanctions et ces contre-sanctions, ça crée aussi des opportunités, par exemple, dont des entreprises suisses pourraient profiter? Pour le secteur agricole, c'était vraiment une opportunité, c'était un bien. Et en fait, c'est le secteur qui a vraiment montré la croissance la plus importante à partir de 2014. Est-ce que les questions économiques sont un élément de la campagne électorale? Est-ce que les gens en parlent? Pas tout à fait. Effectivement, on ne peut pas vraiment mener la campagne sans toucher les questions économiques. Il y a notamment les questions de croissance qui s'est diminuée parce qu'en ce moment, on se retrouve au niveau de croissance d'environ 1,5% par an, ce qui n'est pas suffisant. Mais il y a un gros sujet au niveau économique, c'est le sujet d'augmentation d'imposition qu'on ne peut pas vraiment toucher avant les élections. Donc c'est pour ça que quand même, je dirais, la grande partie des questions économiques sera touchée plutôt après les élections qu'avant les élections. Vous avez dit 1,5 de croissance, on a passé de 7% au début des années Poutine à 1,5. Est-ce que c'est un échec de sa politique économique? Je ne pense pas que c'est un échec parce que c'est vrai qu'il y a un grand nombre de pays qui, après la période de croissance importante, ont passé à des taux de croissance plus faibles. Donc c'est peut-être une pause plutôt pour penser à un nouvel modèle de croissance. Mais c'est vrai que le problème de Russie, c'est qu'à partir de 2008, quand on est revenu à des taux de croissance beaucoup plus faibles, on n'a pas encore en ce moment créé le nouvel modèle. Et pendant les années Poutine aussi, le rôle de l'État a considérablement augmenté dans l'économie. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème, quelque chose qui empêche d'entreprendre les réformes nécessaires? Moi, je pense que c'est le côté de diminution d'intérêt pour créer les entreprises en général. On voit que parmi la population russe et même dans le milieu d'affaires, les gens sont moins tentés de créer les entreprises, d'initier les affaires privées. Donc, effectivement, ça c'est un frein pour l'économie. Mais je pense que voilà, la contrepartie de cette méfiance, peut-être, c'est l'augmentation de présence d'État. Et puis aussi, il faut dire que l'augmentation de présence d'État s'est passée pendant les années de la crise, je veux dire, après la crise mondiale de 2008. Donc c'était un peu la réponse naturelle de l'État afin de préserver la stabilité. Et la corruption, on en parle beaucoup, il y en a plus, il y en a moins, c'est un problème pour l'économie? Moi, je dirais que la corruption s'est changée de nature, parce qu'il y a 20 ans, même peut-être il y a 10 ans, on parlait beaucoup de la corruption, je dirais, ordinaire, corruption de chaque jour, que tous les gens ordinaires, les citoyens russes, l'ont vu dans les rues ou dans la vie privée. En ce moment, je pense que la corruption n'est plus pour les gens ordinaires, la corruption s'est diminuée beaucoup, la corruption ordinaire, mais par contre, effectivement, la corruption existe toujours quand il faut prendre les décisions d'affaires, les grandes affaires. Donc à plus grande échelle, si on veut. Oui, je pense que ça reste toujours le problème, mais c'est moins vu, c'est moins senti par la population, donc du coup ça affecte moins les sentiments des gens ordinaires et des gens qui votent. Natalia Orlova, merci, bravo pour votre excellent français. Merci beaucoup. Vous l'avez appris où? J'ai appris à Paris. À Paris. Les Russes sont très connectés à Internet. Ici, à Moscou, on trouve du Wi-Fi gratuit à peu près partout. Sur le web, il y a à boire et à manger, des vidéos souvent assez trash. Petit aperçu avec Serge Meria. Вот это да, вот это круто!
C'est ce genre d'images trash et explosives qu'on trouve quand on cherche des vidéos russes sur le net. Et ça cartonne, les vues se comptent par millions avec un succès particulier pour les dashcams. Les dashcams, ce sont des caméras embarquées par les automobilistes russes pour prouver leur bonne foi en cas d'accident. Et ça plaît, quand il s'agit de Russie, c'est ce genre de vidéos qui sont les plus recherchées en Suisse. Un succès que ne comprend pas Denis, membre d'un collectif d'artistes underground à Moscou avec le visage moitié caché comme dress code. Lui et ses copains ambitionnent de briser les clichés sur les Russes. Pourquoi le mot Russie sur YouTube te donne ce genre de vidéos? Parce que ça intéresse les gens. En Europe de l'Ouest, on imagine une Russie très dure, très bourrue, mais les Russes qui ont émigré en Europe racontent que ce n'est pas la réalité russe, et qu'à part des vidéos d'accidents ou de bagarres, il y a une vraie culture. Autre carton russe sur le web, Rich Russian Kids. Un compte Instagram suivi par quasi 700 000 personnes. Ces ados de la jeunesse dorée russe affichent leurs privilèges sur les réseaux sociaux, tout ça sans complexe. Ces images ont choqué, mais elles font des centaines de milliers de vues. Et ces Rich Kids ne sont pas les seuls à se mettre à nu. Vladimir Poutine himself n'est pas en reste. Ces vidéos sont postées sur le net par Russia Today, la chaîne d'État financée directement par le Kremlin. C'est normal en Russie. Moi, je trouve ça génial. Poutine qui aime la nature, qui fait plein de choses. Ça donne l'image d'un grand homme, une image guerrière. Alors oui, ça peut être, c'est typiquement russe. Une certaine idée de la Russie qui n'a certainement pas fini d'enflammer le web. Environ 800 ressortissants suisses sont établis en Russie, c'est pas beaucoup. À côté de ceux qui travaillent pour les grandes multinationales comme Nestlé, ABB ou Glencore, il y a aussi des entrepreneurs qui ont trouvé ici leur Eldorado, malgré ou grâce aux sanctions économiques dans l'agriculture ou dans les nouvelles technologies. Corinne Portier les a rencontrés, ça montre la Russie telle qu'on la voit jamais. 800 km au sud de Moscou, avant la révolution russe, ces terres étaient le garde-manger de l'Europe. Elles pourraient le redevenir. Ouais. Le Zurichois Ramon Schenk est en tournée d'inspection. Après 2 mois passés en Sibérie pour lancer une ferme géante, il vient examiner sa dernière acquisition, un troupeau de 800 têtes de bétail, un de plus. Pour le bétail, maintenant, c'est excellent. On a moins 10 maintenant. Et puis, ils ont la place qui est sec où ils peuvent se coucher. Elles ont à manger, puis ça c'est ce qui est super l'hiver pour le bétail. Dès le début, ça me plaisait vachement bien, c'était tout super, avec les grandes surfaces, tout ce qui est possible. Là, quand tu viens de la Suisse, qui est tout petit, chaque mètre carré, il faut fighter pour l'avoir. Et puis ici, des millions d'hectares, et puis juste, vas-y, prends, fais. Ramon a grandi près de Zurich dans la ferme familiale avec 16 vaches. Ici, il en gère 100 000, éparpillées à travers la Russie pour le compte d'Econiva, le géant privé du lait. À 31 ans, il est en charge de cet immense troupeau qui ne cesse de s'agrandir. Dans cette place-là, il y a une année en arrière, il n'y avait rien du tout. C'était juste un champ de blé. Et puis en fait, en une année, on a construit toute cette ferme. Aujourd'hui, on a ici 2000 vaches. Elle n'est pas pleine maintenant. Quand dans 1 mois, ça va être 2800 vaches. Ouais, comme on travaille en une année, on essaye de choper le moment et puis on va avec les gaz à fond. Les vaches laitières sont en stabulation libre dans des étables que Ramon traverse en 4x4. 3 bâtiments, une laiterie et 100 employés. Chaque ferme est construite sur le même modèle, conçu par Ramon et reproduit à travers le pays. Ici, il y a tout le monde qui veut qu'on construise. Il y a tout le monde qui est content qu'il y a des nouvelles places de travail. Pour le moment, la Russie veut produire assez à manger pour la Russie pour ne pas être avec les importations. Car les besoins sont énormes depuis que les contre-sanctions russes interdisent les importations agroalimentaires en provenance de l'Union européenne. L'autosuffisance, c'est la nouvelle priorité du Kremlin et l'origine du boom que connaît le secteur agricole. Les kolkhozes font place à des fermes géantes à l'américaine. Ici, la salle de traite fonctionne 24 heures sur 24. Les vaches entrent et sortent toutes seules.
Quelques kilomètres plus loin, les ouvriers s'activent pour terminer une nouvelle ferme. 8 comme celle-là seront inaugurées cette année. Les permis de construire sont obtenus en quelques semaines. Et ce n'est pas la météo qui freine les travaux. Quand il fait moins 30 ou plus froid, c'est froid. Ouais. Jusqu'à moins 30, c'est normal. C'est en Sibérie que Ramon a monté sa première ferme pour Econiva en 2009, 3 ans après la fin de son apprentissage dans le canton de Vaud. À l'époque, quand je partais, il y a tout le monde qui disait « t'étais complètement sonné de qu'est-ce que tu veux faire en Sibérie ?» Il n'y a que des ours et puis du forêt là-bas et puis quelques alcooliques. Mais en fait, ça me faisait aussi plaisir de commencer vraiment avec rien. La Russie et les circonstances ont fait de Ramon l'agriculteur, un bâtisseur. Difficile de l'imaginer rentrer au pays. En Suisse, on a plus ou moins des chardonniers qui font un beau paysage pour les touristes. Et puis, c'est pas mon façon de vivre. À 8 heures de là, direction Moscou, un autre monde. Je suis arrivé en Russie en 96. Après avoir essayé pendant des années de me faire expatrier ici, c'était une volonté personnelle très forte. J'avais d'ailleurs commencé à prendre des cours de russe, des cours du soir, pour me préparer à cette expatriation. En 96, c'est d'abord pour Nestlé que le Vaudois Bernard Luquet débarque à Moscou. Il décide ensuite de rester. La Russie à l'époque, c'est l'aventure. J'ai senti qu'en fait, il y avait des potentialités énormes dans ce pays, dans ce marché qui s'ouvrait. Beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui avaient une ferveur, qui croyaient vraiment en l'avenir, qui avaient envie de réaliser quelque chose, de construire un business, de construire une entreprise. Et on avait envie de participer à cet élan. Avant l'année 2000, c'était quand même un peu le Far West. Il y avait une espèce de réputation comme ça et c'était assez juste. C'était plutôt le règne des oligarques qui s'étaient en fait partagé le gâteau de l'Union soviétique. Bernard Luquet creuse alors son sillon dans le numérique. Rapidement, il prend la direction d'Ozon, la version russe d'Amazon, avec ses problèmes très russes. D'abord, le réseau de livraison. La plus grosse difficulté, c'est la logistique qu'on doit construire soi-même. Et c'est ce qui a empêché le développement du marché en ligne en Russie pendant longtemps, c'était que les gens devaient attendre très longtemps pour leurs colis ou leurs commandes. Et ça, aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts d'attendre. Autre problème, les Russes se méfiant des cartes bancaires, il faut prévoir le paiement en espèces à réception des colis. Et le sourire, car le service ici est une nouveauté. Le fait que la qualité du service n'ait pas été vraiment dans les gènes des opérateurs russes auparavant nous donne une énorme opportunité de changer les règles et de vraiment pouvoir se positionner sur ce point-là. Aujourd'hui, Bernard Luquet est rentré en Suisse avec sa famille. Il passe désormais 1 semaine par mois à Moscou pour aller chez Ozon dont il est devenu le président et surtout pour sa nouvelle activité chez Yandex, le Google russe. Un moteur de recherche au départ, omniprésent ici et véritable fierté nationale. Internet ici est arrivé comme si on l'attendait. Les Russes se sont rués sur les smartphones. Je crois que la pénétration du nombre de téléphones portables par habitant est plus haute qu'en Europe ici. Ce sont des early adopters, donc des gens qui n'ont aucun problème de commencer à utiliser une nouvelle technologie. Ils sont très attirés par ça. Outils de cartographie, taxis, voitures autonomes, assistants personnels, Yandex s'étend comme Google sur tous les terrains de l'intelligence artificielle, avec ses 7000 employés dont la moitié d'ingénieurs. Une position dominante en Russie que Bernard Luquet vend à l'étranger. C'est quand même assez rare dans le monde d'avoir un concurrent à Google qui est dominant dans son propre marché. Donc les gens qui s'intéressent au marketing digital savent qu'en Chine, c'est Baidu, en Russie, c'est Yandex. Les gens qui comprennent qu'il y a ici un marché de 85 millions d'internautes et les sociétés qui veulent conquérir le cœur de ces internautes savent qu'en fait, il faut investir en Russie et Yandex est vraiment un passage obligé pour investir en Russie. Et ça, quel que soit le contexte international politique. Business is business. Après la tournée des entrepreneurs, je vous propose une visite chez l'ambassadeur. C'est une vieille connaissance. Yves Rossier a été pendant 7 ans le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, puis secrétaire d'État. Il est en poste à Moscou depuis 1 année. C'est l'une de nos grandes ambassades. Elle occupe environ 80 personnes. Yves Rossier, bonjour. Merci de nous accueillir dans la résidence avec votre bouvier bernois.
Qui s'appelle Cassius. Qui s'appelle Cassius, qui est acclimaté à Moscou. Ah oui, alors lui, l'hiver et la neige, il adore. Ouais. Vous êtes ambassadeur de Suisse en Russie depuis une année. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus durant cette année? Bon, il y a énormément de choses qui surprennent. Je crois qu'on n'est jamais vraiment préparé à arriver en Russie, malgré les lectures qu'on a pu avoir. Je dirais le poids du passé. Je crois que les 40 ans qui ont suivi 1917, qui ont été probablement la période la plus sanglante de l'histoire humaine dans un pays, avec la guerre civile, la révolution, les collectivisations, les purges, les famines et puis la Deuxième Guerre mondiale, je crois que ça marque encore profondément la société russe. Et ça, vous le sentez quotidiennement. La Suisse est à peu près 400 fois plus petite que la Russie. Comment elle fait pour se faire entendre? Je crois que ce qui nous aide, c'est qu'on ne dit pas toujours la même chose que tout le monde. Surtout dans la situation actuelle où les relations entre la Russie et le reste de l'Europe ne sont pas au beau fixe. Le fait que la Suisse a une politique différenciée, qui ne s'abstient pas de tout, mais qui est différenciée, et puis indépendante, je crois que ça nous donne une voix qui est peut-être sans proportion avec le poids réel, que ce soit dans nos relations avec la Russie que globalement. Alors justement, le président de la Douma était en Suisse il y a quelques jours. Il se félicitait que la Suisse, justement, applique les sanctions occidentales avec flexibilité. Ça, c'est la terminologie officielle. Concrètement, ça veut dire quoi? On les applique ou on ne les applique pas? Ce n'est pas tout à fait juste. Nous appliquons les sanctions lorsqu'elles émanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En l'occurrence, il n'y en a pas. Vous avez des sanctions qui sont des sanctions unilatérales. Vous avez les sanctions de l'Union européenne suite à la crise ukrainienne et les sanctions américaines. Donc la Suisse n'applique pas les sanctions unilatérales d'autres pays. En revanche, nous avons nos propres sanctions. C'est le premier volet sur la Crimée. C'est-à-dire, par exemple, les investissements pour les entreprises suisses sont interdits en Crimée parce que nous ne reconnaissons pas ce que nous considérons avoir été une annexion. Deuxièmement, nous avons les limites à l'exportation de matériel de guerre ou de biens à double usage. Souvent, l'on prend ici pour des sanctions, mais ce n'est pas des sanctions, c'est juste l'application de la loi suisse. Il y a un conflit en Ukraine, la Russie est impliquée dans ce conflit, ce n'est pas un conflit entre deux États, mais la Russie est impliquée, donc pas d'exportation de matériel de guerre et un contrôle pour les biens à double usage. Et enfin, les sanctions européennes, nous ne les appliquons pas, mais nous ne voulons pas que la Suisse serve de moyen ou de plaque tournante pour les détourner, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce que la Russie a adopté des contre-sanctions. Donc nous n'avons pas adopté nous-mêmes de sanctions, mais nous surveillons ce qui se passe pour éviter que, par exemple, ceux qui veulent exporter d'Europe vers la Russie passent par la Suisse et vice-versa. Mais globalement, cette situation, est-ce qu'elle avantage nos entreprises? Non, je crois très sincèrement que nos entreprises, ce qui les avantage, c'est la qualité de leur savoir-faire, leur connaissance de la Russie. Certaines sont en Russie depuis longtemps. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quelqu'un ne va pas faire une mauvaise affaire avec une entreprise suisse juste parce qu'il trouve les Suisses plus sympathiques que quelqu'un d'autre. Il y a 800 ressortissants suisses à peu près qui sont en Russie, alors qu'il y a 15 000 Russes en Suisse. Ouais. Comment on explique ça? Ça m'a énormément surpris quand je suis arrivé. Donc il y en a effectivement très très peu. La raison principale, c'est le rideau de fer. Donc il y avait très peu d'échanges de population, très peu de mariages mixtes, très peu d'émigration. La plupart de notre communauté étrangère, de Suisse à l'étranger, sont des descendants de l'émigration. Maintenant, ça commence petit à petit. Mais je crois que c'est cette coupure pendant des décennies qui fait qu'il y a très peu de Suisses ici. Mais quelles sont les difficultés que rencontrent les entrepreneurs qui veulent venir travailler ici en Russie? Alors, à les entendre, ce que disent toutes les entreprises. D'abord, des problèmes avec la réglementation qui est parfois complexe, compliquée. Il y a un peu l'héritage de la bureaucratie soviétique. Il y a des réformes qui sont en cours, mais ça prend du temps. Donc les changements aussi de réglementation qui sont très rapides, subis, inattendus, puis c'est très compliqué pour les entreprises de s'adapter, surtout qu'elles doivent le faire très vite. La corruption aussi? La corruption, on m'en parle assez peu. Tout le monde sait qu'elle existe, mais on m'en parle assez peu. Donc j'ai pas eu affaire, je n'hésite pas à le dire, j'ai pas eu affaire à des cas qui m'ont été soumis de nos entreprises. Donc nos entreprises me disent que c'est pas un problème auquel elles sont confrontées. Ensuite, la lenteur des tribunaux, la complexité des procédures judiciaires sont plutôt ces problèmes d'un environnement qui est parfois un peu compliqué, un peu lourd, difficile à déplacer. Vous étiez le directeur des affaires sociales, des assurances sociales en Suisse. Quel regard vous portez sur les assurances sociales ici en Russie? Alors, une structure démographique extrêmement défavorable.
Vous avez une espérance de vie, surtout pour les hommes, qui est assez faible. Vous avez une population qui a même tendance à diminuer, malgré l'immigration des pays, notamment des pays d'Asie centrale et du Caucase. Donc, un âge de la retraite encore relativement bas, mais en revanche, des prestations retraite assez faibles. Donc, c'est un peu l'inverse de la Suisse. Nous avons des prestations retraite très élevées, mais en revanche, l'âge de la retraite est plus tardif. Je dirais que là, il y a un problème qui n'a pas encore été réglé. Prochain rendez-vous, c'est la Coupe du Monde de foot au mois de juin. La Suisse y participe. Pronostic Écoutez, c'est un petit peu... évidemment que j'aimerais bien qu'ils aillent, mais ils sont dans un groupe difficile. Et puis je me suis rendu compte que si nous sommes deuxième de notre groupe, on risque de tomber contre l'Allemagne en huitième de finale. Donc ça va être dur pour les Allemands. La Russie accueillera donc le Mondial 2018. Au total, 12 stades ont été construits ou rénovés. Des investissements considérables. À lui seul, le stade de Saint-Pétersbourg a coûté plus de 700 millions. C'est l'un des plus chers d'Europe. 69 000 places. Il accueillera notamment une des demi-finales. Visite guidée avec Valérie Demière. Moins 17 degrés ce soir, mais pas de quoi décourager les supporters du Zénith. Le club de Saint-Pétersbourg reçoit le Celtic Glasgow. 50 000 spectateurs ont acheté des billets pour ces 16e de finale de l'Europa League. C'est la première fois que je viens ici. Il y a tellement de monde, c'est incroyable. Les émotions me vont droit au cœur. Mon âme au Zénith. Zénith, champion. Ce stade vient d'être terminé, il est prêt à accueillir certains matchs du mondial. 10 ans de travaux, une facture multipliée par 7. Il a coûté très cher ce stade. Mais il est très beau, il est classe. C'est le meilleur stade en Russie. Le Zénith va gagner 2-0. Le stade est splendide, simplement super. La fête va se prolonger dans les gradins. Le Zénith l'emportera 3-0. Retour le lendemain, l'heure est au nettoyage. Le stade a coûté l'équivalent de 715 millions de francs. À capacité similaire, c'est 2 fois le prix du Stade de France. C'est l'un des plus chers d'Europe. Une des explications, c'est sa localisation. C'est le stade couvert le plus au nord du monde. Et bien sûr, ça nécessite des technologies adaptées aux températures, des innovations comme des lumières artificielles ou une pelouse que l'on peut glisser à l'extérieur d'un seul bloc quand il fait assez chaud. Un toit aussi pour le reste de l'année. Ça nous permet de créer un microclimat avec une température entre 12 et 16 degrés. Si la facture du stade a été si salée, c'est aussi en raison de retards multiples qui ont entraîné des surcoûts pharaoniques. Mais il y a aussi des raisons plus obscures. Les procédés de construction sont toujours compliqués. Il y a souvent aussi des problèmes liés à la météo, à l'évolution des cours de change, et d'autres raisons aussi qui sont liées à la politique. Mais dans ce cas précis, il faut aussi parler du phénomène de la corruption. La corruption, un fléau qui gangrène le monde de la construction. À 4 mois de cette Coupe du Monde, aucun signe tangible dans les rues de Saint-Pétersbourg. Pourtant, tout le monde en parle, notamment dans les milieux touristiques, mais de manière mitigée. Le mondial, au contraire, peut être considéré comme un facteur négatif pour le tourisme à Saint-Pétersbourg. On observe aujourd'hui déjà une diminution du flux touristique habituel cette année et un certain désintérêt de la part des tours opérateurs, parce que tout simplement, les gens ont peur de venir. Mais le mondial en soi, ça crée un intérêt supplémentaire avant le championnat lui-même. On l'a observé l'an passé en 2017. On l'attend pour l'année prochaine aussi, ou les années suivantes. La Russie attend de cet événement des retombées directes de 3 milliards de dollars. Bien moins que les coûts d'organisation et d'infrastructure, estimés, elles, à 10 milliards de dollars. Peu importe,
Rien n'est trop beau pour embellir l'image de la Russie aux yeux du monde. Ça n'a pas échappé aux fans de foot. Ceux qui ont instauré les sanctions et qui mènent les campagnes anti-russes, ils verront notre pays d'un autre œil. Peut-être même qu'ils l'aimeront. J'espère très fort que les supporters, mais aussi leurs femmes, prendront beaucoup de plaisir ici. Voilà, on arrive au terme de cette campagne de Russie, du moins pour ce qui est des enjeux économiques. Prochaines étapes, le 18 mars, la présidentielle, le 14 juin, le mondial. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission spéciale. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la réaliser. Il est environ 23h, heure de Moscou. Passez tous une bonne nuit, une belle semaine. À bientôt. Économiser et chauffer futé avec le gaz naturel, partenaire de TTC.